Les journées d'Alex commençaient comme sur des roulettes. Le café coulait instinctivement. Les enfants se précipitaient dans la cuisine les uns après les autres. Max réclamait des gaufres. Lily lui rappelait les dinosaures. Et Ethan, à moitié réveillé, marmonnait quelque chose à propos d'un devoir d'espagnol oublié. Leur mère, Emily, apparut avec un plateau de bacon, traversant le chaos matinal avec une aisance éprouvée. Le tableau était parfait. Un père féru de technologie, une cuisine chaleureuse, une vie pleine de sens. Mais le confort est parfois trompeur. Plus tard dans la nuit, un bruit réveilla Alex, doux, incertain. Ce n'était pas le lave-vaisselle, mais autre chose. Il se glissa hors du lit et descendit l'escalier. Tout semblait calme jusqu'à ce qu'il entende des murmures provenant du bureau d'Emily. « Tu avais dit que tu lui dirais après la naissance de Max », dit un homme à voix basse. Alex se figea. « J'ai essayé », murmura Emily. Mais ensuite, il a quitté la banque. Tout était trop fragile. Je ne pouvais pas. Cette voix. Chris, son meilleur ami. Le parrain des enfants. 13 ans. Monsieur Chris continua. Il pense que je suis juste oncle Chris. La poitrine d'Alex se serra. Il se pencha plus près, le souffle court. J'ai gardé ce secret si longtemps. Emily dit, mais Alex, c'est leur père. Pas biologiquement, mais dans tous les sens du terme. Si je lui dis maintenant, ça va les détruire. Chris n'était pas convaincu. La vérité éclatera. On vend des kits ADN en épicerie. Il n'en prendra pas, dit-elle. Il me fait confiance. Alex faillit rire amèrement. Au travail, il construisait des systèmes sur une architecture zéro trust. À la maison, on fait confiance au signe égal. C'est vrai. J'en ai fini de me cacher, dit Chris. Tu viens en vacances. Je vis avec ça tous les jours. On s'aimait, ajouta-t-il. Ne le nie pas. Je t'aimais, admit Emily. Mais maintenant, Alex est mon mari. L'aimes-tu, demanda Chris. J'aime comme il aime nos enfants, répondit-elle. Ce n'est pas pareil. Puis vint la phrase qui bouleversa tout. Chris, Alex n'est pas leur père biologique, mais c'est le seul père qu'ils aient jamais connu. Alex tituba en arrière, la sueur lui ruisselant sur la peau. Il ne pourra jamais le savoir, dit Emily. Demanda Chris. Et s'il le découvre, sa réponse fut douce mais définitive. Alors on perdra tout. La vérité frappa Alex de plein fouet. Sans un mot, il se glissa à l'étage. L'oreiller parfumé à la lavande d'Emily ne lui offrait aucun réconfort. Il s'assit au bord du lit, fixant le jardin sombre et la balançoire qui se balançait au vent. Son téléphone clignotait. 2h21. Les 8 heures du suivi du sommeil semblaient des données de la vie de quelqu'un d'autre. Un rail de lumière passa sous la porte du bureau. Quelques minutes plus tôt, cela signifiait qu'Emily écrivait. Maintenant, cela signifiait qu'Emily se cachait. Il enfouit son visage dans ses mains, essayant de digérer ce qu'il avait entendu. Test ADN, la confronter, ne rien dire. Une porte claqua en bas. Chris était parti. La maison était redevenue silencieuse, mais pas paisible. Elle semblait hantée par des non-dits. Alex scruta la pièce. Photos, dessins, briques Lego, des éléments ordinaires de la vie de famille. Maintenant, des indices d'un mensonge dont il ignorait l'existence. Cette photo de Niagara. Lui tenant l'appareil photo, Chris appuyant sur le déclencheur. Ce n'était pas l'heure, murmura-t-il. Il s'allongea au bord du lit. La lueur sous lui. La porte du bureau resta fermée. Les mots d'Emily tournaient en boucle dans son esprit comme une cassette cassée. Ils n'étaient pas leur père biologique. Le vent se leva. La pluie s'abattit sur le toit. Son agenda, ses réunions, ses séances de sport, un appel à 9h du matin était toujours là, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il entendit la porte grincer. Les pas d'Emily étaient doux. « Tu dors » murmura-t-elle. Il resta silencieux. Elle tira doucement la couverture sur lui, marqua une pause, puis sortit. La lumière disparut. L'obscurité s'installa. Alex serra l'oreiller comme une armure. Ses derniers mots résonnèrent encore. Il ne le saura jamais. Mais il savait. Il dormait à peine. Au lever du soleil,
il fonctionnait uniquement par habitude. Le café coulait. Il força un sourire à la pancarte « Meilleur père de tous les temps » pour Lily. La cuisine sentait le pain perdu et les agrumes. Émilie était déjà habillée trop tôt. Son téléphone était posé à l'envers, inhabituel. Il tendit le petit déjeuner à Max, faisant semblant que tout était normal, mais tout semblait mis en scène. Après le départ des enfants, Alex vérifia son bureau. Fermé à clé. Cette porte était et ne fermait que pour les cadeaux de Noël. « Tu cherches quelque chose ?» demanda Émilie depuis l'escalier. « Chargeur de téléphone » mentit-il. Elle lui désigna le salon. Sa voix semblait répéter. En route pour le travail, Alex zappa son podcast habituel. La même question tournait en boucle dans son esprit. Jusqu'où cela peut-il aller? À un feu rouge, un SMS de Chris apparut. Une histoire sur le jeu d'Ethan et un smiley. Il l'ignora. Au bureau, il mena une réunion comme un homme en pilotage automatique. Diagrammes et termes défilaient tandis que son cerveau repassait de vieux souvenirs. La grossesse d'Emily. Chris sur chaque photo, appelant chaque enfant son filleul. Après la réunion, Alex envoya un message à un avocat pour lui demander nonchalamment comment faire un test ADN anonymement. Juste pour le plaisir, plaisanta-t-il. Mais la réponse était accompagnée d'une coche verte. C'était possible. Le déjeuner se résumait à de l'eau. Un collègue lui demanda s'il avait eu son deuxième café. Alex mentit sans sourciller. Les enfants me tenaient éveillé. Mentir était plus facile maintenant. La vie était devenue un théâtre. Sur le chemin du retour, il aperçut la camionnette de Chris garée non loin. Alex attendit, puis appuya sur l'enregistrement de la caméra embarquée. À l'intérieur, Chris jouait au hockey sur table avec Ethan. Lily rit à côté. On aurait dit une famille heureuse, sauf qu'il y avait un papa de trop. Emily annonça que le four était en panne. Soirée pizza. Alex proposa de conduire. Elle s'assit à l'avant. Chris et les enfants s'entassèrent à l'arrière. Dans le rétroviseur, Alex vit Chris attacher Lily plus lentement que nécessaire. Le masque glissait, mais Alex n'était pas prêt à enlever le sien. Sur le parking de la pizzeria, Alex oublia son portefeuille. Chris resta dans la voiture tandis qu'Alex s'attardait sur le trottoir, demandant nonchalamment « Comment vas-tu » Chris haussa les épaules. Avion, projet. Je prends l'avion pour Austin demain. Tu vas manquer aux enfants, dit Alex d'un ton neutre. Chris rit presque trop vite. Je ne suis pas souvent là. La réplique semblait répétée. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Alex dit qu'il allait prendre une douche. Au lieu de cela, il se glissa dans le bureau d'Emily. Le code de la serrure. L'anniversaire d'Ethan lui arriva sans qu'il ne le sache. Pensée. Tiroir du haut, stylo et papier. Deuxième tiroir, une enveloppe épaisse, sans étiquette. À l'intérieur, des papiers des services génétiques de Fairfield datant de la première grossesse d'Emily. Le Fairfield avait été noirci, mais sous une lampe, un nom transparaissait dans le couloir. Il prit des photos, remit tout en place. Alors qu'il sortait, Emily appela du couloir. Je vérifie le papier de l'imprimante, dit-il nonchalamment. Elle le fixa un instant de trop avant d'acquiescer. Alex retourna au salon et s'assit avec son ordinateur portable, non pas pour coder, mais pour dresser une liste. Chuchotement à 2 heures du matin. Un bureau fermé à clé. Un téléphone à l'envers. Chris connaissait trop bien les emplois du temps des enfants. Cette enveloppe. Il avait sauvegardé le fichier dans le cloud, au cas où. Le sommeil ne venait jamais. Il repensait sans cesse à ce qu'il voyait. Peut-être l'avait-il imaginé. Peut-être que le nom n'était pas réel. Peut-être que rien ne signifiait rien. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, une image surgissait. Chris tapotant doucement l'épaule d'Ethan dans la voiture, comme si c'était une seconde nature. Au matin, Alex était dans la cuisine en train d'aligner 2 des verres, l'un avec du café froid, l'autre avec de l'eau et des glaçons. Même poids. Pour une raison inconnue, cela l'irritait. Les souvenirs revinrent. San Francisco, 2009. L'odeur de plastique brûlé et de pizza bon marché dans un espace de coworking. Il paniquait à cause d'un terminal gelé lorsqu'une voix calme dit « Ton FFmpeg a planté ». Une fille portant un t-shirt Google Summer of Code se pencha,
passa le doigt sur le journal des erreurs et ajouta « Baissez le débit binaire ». La démo fonctionna. Ils finirent deuxième. Ils s'en fichaient. Ils ne voyaient qu'elle. Émilie Forneau de Chicago. Après l'événement, ils sautèrent le dîner et prirent un café à la place. Ils se disputèrent à propos de Python, de trilogie cinématographique et de noms de famille à consonance noire. À minuit, ils avaient raté le dernier tram. Il l'accompagna jusqu'au campus, puis revint en taxi, murmurant son nom. Un mois plus tard, il rentra à la maison avec un diplôme et des rêves de start-up. Sa mère, Suzanne, jeta un coup d'œil et dit « Tu as maigri. On ne vous nourrit pas dans l'Ouest. » Le dîner se transforma en rapport de situation. Elle énuméra les noms de cousins et d'amis de la famille qui avaient réussi. Chaque anecdote était ponctuée d'un regard perçant. « Comparez, dit-elle. Les startups ne sont pas stables. » Son père se cachait derrière le journal, comme toujours. Alex espérait présenter Émilie à ses parents sans pression. Mais le jour de Noël 2009, le ton était donné au dîner. Suzanne, souriante, demanda « Quels sont vos projets après l'obtention de votre diplôme ?» « Vous cherchez des financements, répondit Émilie calmement. Des investisseurs importants ? Pas encore. Vos parents vont-ils m'aider ? Ma mère est infirmière. Mon père est décédé. Suzanne hocha la tête comme si elle prenait note. Aucune garantie. C'est courageux. Émilie ne broncha pas. Certaines garanties sont sur le papier. D'autres sont réelles. Je préfère la seconde option. Plus tard, Alex entendit ses parents chuchoter dans la cuisine. Sa mère insistait sur le fait qu'il avait besoin de quelqu'un de solide. Son père marmonna quelque chose sur le fait que l'amour ne se résume pas à un bilan. La phrase de Suzanne lui resta gravée dans la mémoire. Je tâte le terrain. Chris était entré dans la vie d'Alex à l'université et n'en était jamais vraiment parti. Sa mère avait toujours apprécié Chris, le qualifiant de contrepoids pratique à la personnalité inconsciente d'Alex. Lors d'un barbecue familial en 2010, Suzanne fit asseoir Chris à côté d'Émilie. « Vous êtes de bonnes âmes, dit-elle en souriant. Parlons d'œuvres caritatives. » Alex pensait que c'était anodin. Mais maintenant, il se souvenait différemment de ce jour, de l'impression qu'il avait d'être l'étranger dans sa propre histoire. Lorsqu'il avait demandé Émilie en mariage, elle voulait une cérémonie simple sous les pommiers. Suzanne n'avait pas voulu. Le manoir Aldrich était non négociable. Un mariage, c'est l'image publique d'une entreprise, insista-t-elle. Ne lésinez pas, une semaine avant le mariage, Alex entendit sa mère sur le porche. Un mariage, c'est un business plan. Choisissez bien votre partenaire. Il avait supposé qu'elle parlait à son père, mais lorsqu'il se retourna, elle regardait Émilie droit dans les yeux, qui la fixa sans ciller. Plus tard, Émilie plaisanta, ta mère me met à l'épreuve, mais je vais bien. Il la crut. Quand Émilie lui annonça sa grossesse en 2012, il fut fou de joie. Il la porta partout dans la maison, appela sa mère immédiatement. Suzanne arriva avec des grenouillères et une liste des meilleurs pédiatres. Au dîner, elle sourit à Chris et dit, « Si j'avais eu un ami comme lui pendant ma grossesse, j'aurais mieux dormi. » Ça avait l'air adorable à l'époque. Maintenant, c'était comme un indice qu'il n'avait pas saisi. Le téléphone d'Alex vibra. Un message de sa mère. N'oubliez pas le brunch VH. Espérons qu'Émilie se joindra à nous. Il répondit, on verra bien. Et frissonna. Une semaine plus tôt, il aurait répondu, bien sûr. Il alla à son bureau, ouvrit une vieille archive de courriel et chercha Chris. Des dizaines de messages, dont un d'avril 2011, se démarquaient. Merci de soutenir mon idée, Al. Émilie se confie à toi. Alex est trop logique pour voir la situation dans son ensemble. Gardons le dîner de répétition informel. Ce n'était pas qu'un message. C'était un signal d'alarme qu'il n'avait pas lu à temps. Enfoui dans un autre courriel de sa mère, se trouvait une bombe silencieuse. Elle avait encouragé Chris à être là pour Émilie si jamais elle vacillait, le rassurant qu'Alex, fiable comme toujours, jouerait son rôle. Ce n'était pas un conseil, c'était une stratégie. Puis vint le coup de grâce. 2 semaines avant le mariage. La chambre 414 est réservée. La discrétion est de mise. Il te fait confiance. Alex se figea. Les mots se brouillèrent. Ses mains tremblaient. Elle m'a piégé.
Il murmura. La pièce était épaisse, étouffante. Il ferma l'ordinateur portable, ouvrit un document vierge et le titra comme un ingénieur. Analyse des causes profondes écrites. Des puces suivaient. Date, message, motivation, le contrôle de sa mère, l'ego de Chris, l'ambition d'Emily. Il fit une sauvegarde du fichier, en enregistra une copie sur une clé USB et la rangea dans une boîte de Lego comme s'il s'agissait d'un objet de contrebande. Il était 14h40. Il était temps d'aller chercher Max. Le chemin lui était familier, mais Alex ne se sentait plus aux commandes de sa vie. Il jeta un coup d'œil à la pancarte, le meilleur perdu. Monde, scotché sur une étagère et la tapota, testant la colle, testant ce qui tenait encore. La vieille phrase de son père résonna, gardez le cœur ouvert, mais construisez vos propres murs. Autrefois, cela semblait étrange. Maintenant, cela ressemblait à une armure. Il sortit le kit de test ADN du tiroir, le glissa dans son manteau et éteignit la lumière. Il n'affronterait personne pour l'instant. Les chiffres d'abord, la vérité ensuite. Ensuite, ce qui resterait pourrait brûler. Il ferma la porte derrière lui, laissant derrière lui une maison qui ressemblait désormais au décor d'un drame. Le lendemain matin arriva tôt. Le café l'occupait, mais ses pensées étaient encore brisées. Son mariage s'était fissuré d'un côté, sa plus vieille amitié de l'autre. Il ne restait qu'une froide clarté. Pour une fois, il travaillait à son bureau à domicile. La chaise était raide, l'ordinateur portable chaud. Son esprit dériva. Chris Holton, le type le plus bruyant du campus. Contusion de rugby, virus informatique, l'âme de toutes les fêtes. Tout le monde l'adorait. Il illuminait les salles. Mais derrière cette lueur se cachait le désordre. Devoir en retard, contravention, délai manqué qu'il transformait en feu d'artifice. La fiabilité est une roue de secours, disait Chris. Cette phrase provoquait des rires jusqu'à ce que les projets de groupe ajoutent des clauses de sauvegarde pour l'empêcher de couler le navire. Alex se souvenait d'une trahison en particulier. En 2010, ils avaient présenté une start-up à un incubateur. Alex avait conçu l'algorithme. Chris s'était occupé du pitch. À la dernière minute, Chris avait ajouté un budget de relations publiques tape à accent grave-l'œil qui avait pris le jury de court. Ils ont perdu la subvention. Plus tard, sous la pluie sur Waberg Street, Alex l'a confronté. Pourquoi as-tu changé les chiffres? Chris a balayé l'affaire d'un revers de main. Tu t'occupes des détails. Je vois la situation dans son ensemble. Pas de bruit, pas de traction. Ils ont bu un whisky. Alex a laissé tomber. Avec le recul, ce n'était pas une imprudence de jeunesse. C'était une habitude. Un autre souvenir a refait surface. San Diego 2011. Lui et Emily étaient à une conférence. Alex a attrapé de la fièvre et s'est endormi tôt. Emily l'a bordé et est sortie. Elle est revenue tard, sentant l'air marin et les épices. Dîner avec l'équipe de gamification, avait-elle dit. Le lendemain matin, Chris a envoyé un texto, Diego Rock a adoré ton conseil sur les tacos au poisson. Sur le moment, cela semblait être une coïncidence. Maintenant, ce n'était plus le cas. Alex s'est connecté au tableau de bord de l'opérateur. 5 membres de la famille sont apparus. La sienne, celle d'Emily, les tablettes des enfants et une vieille carte SIM qu'il avait offerte à Chris pour un projet. La carte était techniquement inactive, mais 2 semaines plus tôt, entre minuit et 1h du matin, elle avait envoyé des SMS sans interruption à Emily toutes les 3 à 5 minutes. Il avait vérifié l'historique de localisation. L'antenne de l'expéditeur était à 1,6 km de chez eux. Le soir même, Emily prétendait écrire un article. Les preuves s'accumulaient rapidement. Il avait téléchargé les données, les avait chiffrées et stockées dans un dossier protégé par mot de passe. Plus tard dans la journée, après avoir déposé Lily à l'école, Alex avait parcouru le cloud familial à la recherche de photos prises avec l'appareil photo de Chris. Il savait que Chris les téléchargeait souvent dans l'album partagé. À première vue, elles étaient inoffensives. Barbecue, pièce de théâtre, match, mais les métadonnées racontaient une autre histoire. Une photo de Thanksgiving indiquait qu'elle avait été prise à Long Island, à des kilomètres de l'endroit où ils organisaient le dîner. Mal classée ou intentionnellement mal datée? Une autre montrait Emily à un match de baseball avec les enfants. Alex avait acheté des hot dogs.
dans le reflet de la vitrine du food truck, à peine visible. Chris souriait. Une main de femme lui plaçait délicatement les cheveux derrière l'oreille. Alex zooma. Le vernis était rose corail. Emily portait habituellement du transparent. Mais une semaine plus tôt, elle était rentrée du salon en riant à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était pas juste une question de main. C'était une autre vérité. Ce soir-là, la maison bourdonnait d'excitation. Des dessins animés à la télé. Max avec son hand-spiné. Emily coupant des fruits dans la cuisine. De l'extérieur, tout semblait parfait. Alex remarqua l'épais album photo relié en cuir posé sur le canapé. La tradition annuelle de Noël d'Emily. Il s'assit et feuilleta les pages. Chris était sur presque toutes les photos, en tant que parrain, coach, Père Noël. Avant, on avait l'impression que c'était de la générosité. Maintenant, c'était calculé. Photo après photo, les yeux de Chris n'étaient plus rivés sur les enfants ni sur l'appareil photo. Ils étaient rivés sur Emily. Alex dissimula son malaise et hocha la tête lorsque Max lui demanda s'il pouvait mettre le prochain épisode en attente. Sa voix resta ferme, mais plus tard, dans la cuisine, il récupéra discrètement un vieux disque dur caché derrière le manuel du four, la visée de l'époque universitaire, et ses historiques de conversation depuis longtemps enfouis. Il lança un émulateur et lança une recherche par mots-clés dans les anciennes conversations de Chris. Des bribes de conversation refirent surface comme du verre tranchant. Elle ne réalise pas à quel point il investit en elle. Il finance nos enfants. Juste une blague. Pas de panique. Ce n'en était pas une. Et maintenant, un message de 2010. Nos enfants ont eu un autre accueil. Ce qui semblait autrefois figuratif lui semblait désormais terriblement littéral. Il se renversa dans son fauteuil, sentant la rupture s'installer. Son ami le plus proche était devenu un étranger. Pire encore, un artisan de trahison. Un souvenir lui revint en mémoire. Leur fête de remise de diplôme en 2011. Alex avait annoncé à Chris qu'il l'avait demandé en mariage. Chris avait ri, commandé 3 tequilas et trinqué à une amitié qui survit à tous les secrets. Sur le moment, cela semblait ludique. Avec le recul, c'était un présage. À l'aube, Alex était penché sur une feuille de papier, cartographiant les liens. Au centre, Emily et Chris. Les branches s'étendaient vers l'extérieur. SMS tard le soir, métadonnées de photos de famille, conversations universitaires, email de sa mère. Il marquait chaque ligne. Confirmé, suspecté, besoin de preuves. La carte mentale ressemblait à une enquête de police scientifique. Sauf que cette fois, la cible n'était pas un pirate informatique. C'était sa vie. Un message vibra sur son téléphone. Dis donc, mon frère, je passerai ce week-end avec des gants pour Ethan. Ça te dit quelque chose? Alex fixa le mot « frère » jusqu'à ce qu'il soit flou. Il commença à répondre, marqua une pause, effaça, refit une frappe, effaça. Puis il appuya sur annuler, activa, ne pas déranger, et s'éloigna. Un café à moitié bu refroidissait à proximité. Il le souleva, se brûla la lèvre et tressaillit. Non pas à cause de la chaleur, mais du souvenir. Le premier anniversaire de Max, Chris avait apporté une batte de baseball comiquement grande. Tout le monde rit, sauf plus tard. Alex le surprit en train de chuchoter à Emily près du gâteau. Elle sourit, les yeux baissés. Sur le moment, cela semblait inoffensif. Maintenant, chaque instant était suspect. Le passé se dénouait fil par fil. Alex préservait les apparences, les trajets à l'école, les appels professionnels, les sourires pour les photos de famille. Mais intérieurement, son horloge fonctionnait différemment maintenant. Rassemblé, confirmé, sécurisé. Il ne confronterait pas. Pas encore. Pas sans avoir tout en main. Le lundi après-midi, il entra dans un bureau au mur gris au 20e étage de Stanford. Une pancarte indiquait « Alten Falk Investigation, criminalistique et domestique ». Une femme au chignon serré et à l'énergie d'une détective l'accueillit à la porte. « Je suis Miranda Hall », Alex déposa un dossier intitulé « Confiance égale faux » sur son bureau. « Je veux des faits en toute discrétion. Pas de fuite. »« Qui est sous la loupe ?» demanda-t-elle. « Ma femme est ma meilleure amie. » Elle ne scia pas triangle classique. « Quel est votre objectif ?»
Le mois complet commence aujourd'hui. ADN, relevé téléphonique, surveillance, budget correct. Discrétion non négociable. Signez ici, dit-elle. Cela pourrait changer votre vie. Il signa. Sa main ne trembla qu'une fois. Ce soir-là, il passa au bureau d'Aaron Lewis. Un vieil ami devenu avocat. L'endroit ressemblait plus à un bureau qu'à un cabinet. Bois sombre, diplôme de droit, un panier de basket miniature. Est-ce de la paranoïa, demanda Aaron. Ou as-tu de vraies informations confidentielles? Alex laissa tomber une pile de messages imprimés, de photos et de feuilles de calcul sur le bureau. Je veux protéger les enfants et l'argent. Créer une fiducie. Auditer les comptes. Si cette chose explose, je veux des pare-feux déjà en place. Qui est ton auditeur? Glatty Chang. C'est un chien de chasse dans un corps de calculatrice. Déploiement discret. Mode furtif. Alex confirma. Personne ne brûle les étapes. Aaron haussa un sourcil. Alors, nous sommes en guerre. Non, dit Alex. Nous faisons semblant de ne pas l'être. Cette nuit-là, à la lueur de sa lampe de bureau, Alex déballa 2 autres kits ADN livrés discrètement par un robot coursier. Chacun contenait un écouvillon stérile et un code QR. Il étiqueta les boîtes, Ethan, Lily, Max. Les sacs de sport qui m'accompagnent demain matin, marmonna-t-il. Le plan était impeccable. Dites à Lily que c'était un projet de biologie. Dites aux garçons que cela faisait partie d'une expérience secrète d'une start-up. Les enfants ne poseraient pas de questions. Le labo ne dirait rien, mais bientôt les chiffres parleraient. Et quand ils le feraient, le silence prendrait fin. L'alerte sur le téléphone d'Alex vibra. 2 fichiers de Miranda. L'un était un journal de géolocalisation montrant une tendance. Le camion de Chris visitant le même ranch isolé 4 fois en 2 semaines. Une demi-heure après chaque visite, l'Audi blanche d'Emily s'arrêtait au portail. Le second fichier présentait des photos suffisamment nettes pour les identifier toutes les deux. Alex chiffra l'image et la glissa dans un dossier verrouillé. Un mot de passe de 16 caractères la protégeait au cas où. Le lendemain matin semblait normal. Emily cuisinait. Max dessinait des robots et Lily discutait de la fête de l'école. Alex glissa discrètement des kits de test ADN dans leur sac à dos. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ethan. Aperçu du cours de sciences. Alex répondit avec un sourire désinvolte. Emily haussa un sourcil mais laissa tomber. Encore une expérience amusante de son mari trop curieux. Alex la regarda dans les yeux, souriant, cachant la vérité avec une aisance acquise. Plus tard, dans une salle de conférence vitrée au travail, Alex a approuvé la sortie d'un produit retardé tout en envoyant un SMS à son expert comptable sous la table. Les dividendes de Fidelity sont redirigés vers le compte fantôme d'Emily. 23 000 $ par an, a écrit Glatty, traçant tous les transferts non enregistrés. Un autre message a suivi. Échantillon reçu étiqueté ABC. L'Audi d'Emily au ranch. 2 chiffres repérés. Et puis le compte cloud de Chris payé avec la carte de crédit de ta mère. Alex a claqué son ordinateur portable. Un collègue l'a regardé. Il a fait un bâillement. C'était l'heure de vérité. Pas de sommeil. Cette nuit-là sentait la pizza. Les enfants riaient au TikTok. Emily lui a tendu une enveloppe non marquée. La tienne? Probablement une déclaration amusante. Il a haussé les épaules et l'a glissée dans sa poche. Plus tard, seul. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une clé USB de son avocat avec une proposition de partage des actifs. 60% pour les enfants, 20% en réserve, 20% en liquidité. Un mot disait, cliquez quand vous serez prêt à cesser de vous cacher. Il verrouilla le lecteur dans le coffre-fort et attacha la clé à la chaîne avec son alliance. Le métal claqua froidement. D'autres informations arrivèrent. Des images de drones montrèrent une aire de jeu au ranch identique à la leur. Même balançoire, même toboggan, même logo. Pourquoi la recréer, demanda Alex. Les gens ont besoin de leur, répondit Miranda. Si Suzanne a aussi payé pour ça. C'est votre échec et Matt, le ranch n'était pas une maison. C'était une contrefaçon de sa vie. Mercredi matin, après avoir déposé l'école, Alex rencontra un conseiller patrimonial. Une fiducie de protection, expliqua l'homme.
protégé en cas de divorce, contrôlé jusqu'à la majorité des enfants. Pas de décision de justice, juste des signatures. Alex signa. Il se souvint d'Emily disant un jour, « C'est ici que nous vieillirons ensemble ». Maintenant, il voulait juste prendre ses distances. Puis arriva un message de Chris. « Vol pour Chicago. Je te soutiens. Donne-le à Ethan. » Alex le supprima sans le lire. Cette nuit-là, de nouvelles images arrivèrent. 37 heures de surveillance. Dans un extrait, Chris vérifiait le barbecue et l'aire de jeu. Quelques minutes plus tard, Emily arrivait avec du cidre et des sacs de course. Chris lui toucha la taille. Alex ne broncha pas. Le troupeau s'était calcifié depuis longtemps. Il enregistra le fichier sous ranch-core-evidence.zip, puis ouvrit une feuille de calcul. Une cellule rouge, les données WhatsApp étaient toujours en attente. « Soyez patient », conseilla Miranda. « Ils vous prendront pour un aveugle. » Alex ne dormit pas. Il écrivit du code jusqu'à 4 heures du matin, des lignes logiques qui lui éclaircirent les idées. Puis, sur une page blanche, il énuméra 6 objectifs. 1. Confirmer l'ADN. 2. Récupérer les archives du manoir. 3. Pirater WhatsApp. 4. Finaliser la confiance. 5. Suivre les paiements de Suzanne à Chris. 6. Engager un psychologue pour enfants. Ce dernier point fut le plus dur. Les enfants riaient encore. Mais la vérité brise l'innocence, et il aurait besoin d'aide pour atténuer le choc. À 5 heures du matin, le rapport du laboratoire arriva. Alpha, Bravo, Charlie. Aucun ne correspondait à l'ADN d'Alex. Aucun d'eux ne lui appartenait biologiquement. Il ne s'était pas effondré. Ce moment était passé. Il se contentait de faire l'inventaire. Il envoya un SMS à Miranda. Continue. Puis Lewis, ouvre le lecteur. La guerre avait commencé. Ni au tribunal, ni en ligne, mais en silence. Stratégie, pas émotion. Clarté, pas panique. Alex tenait désormais 3 agendas, famille, anniversaire, match, visite médicale, travail, lancement de produits, appel d'investisseurs, opération de libération, l'opération secrète, SARL, fonds, manœuvre de pare-feu. En apparence, il ressemblait à n'importe quel cadre. En dessous, il organisait une sortie contrôlée. Son avocat avait organisé une rencontre avec un cabinet de premier plan à Manhattan. Du haut d'un gratte-ciel surplombant l'Hudson, Alex examina la stratégie. Actifs délocalisés, actions transférées chez un dépositaire irlandais, NFT sécurisé chez Liechtenstein. Légal, propre, à l'épreuve des audits. Ce n'était pas excessif. C'était de la défense. Emily avait Suzanne derrière elle et une nouvelle équipe d'avocats coûteux. S'il ne sécurisait pas tout maintenant, le coût serait énorme. Par l'intermédiaire d'un mandataire, il acheta une maison de ville à Westport, sous une coque de portefeuille du Wyoming, North Cedar Holdings LLC. Techniquement sans propriétaire, pratiquement à lui, il la baptisa Studio sur son téléphone. Ce serait sa solution de repli, discrète, cachée et intouchable. Vendredi, il avait finalisé le Carrill Legacy Trust. Il détenait désormais 60% de sa start-up, la plupart des obligations, le portefeuille de crypto-monnaies et chaque centime de ses redevances de propriété intellectuelle, le tout bloqué pour ses enfants. Lorsque Max lui avait récemment demandé « Mon nom sonne-t-il comme un super-héros ?» Alex avait souri et répondu « Les noms rendent les histoires spéciales. » Désormais, le trust était leur bouclier invisible. Mais protéger son patrimoine ne suffisait pas. Il devait aussi le nettoyer. Lors d'une réunion Zoom privée, il présenta au directeur financier un argumentaire de vente qui présentait un rachat stratégique comme une décision judicieuse. Alors que cela ressemblait à une préparation pour une série B, Alex chargeait chaque élément essentiel dans une salle de données virtuelle. Si cette entreprise avait besoin de liquidités, ce serait rapide et chirurgical. Pendant ce temps, Glattit Chang, l'expert comptable, épluchait les comptes familiaux. 6 débits apparaissaient sur la carte d'Emily. $900 chacun à Briarwood Counseling. Soi-disant pour une thérapie de couple. L'adresse, le ranch que Miranda Holt avait déjà localisé, le compte payé via Suzanne Carrill. Les pièces du puzzle étaient claires. Emily et Chris ne se cachaient pas. Ils étaient financés.
Alex avait souscrit une assurance personne clé de 20 millions de dollars, la fiducie de l'enfant étant bénéficiaire. Si la situation explosait, personne ne pourrait y toucher. Il ne se préparait pas seulement à la trahison, il la rendait sans importance. En milieu de semaine, Miranda livrait des mois de messages entre Emily et Chris. Un enregistrement le glaçait. Pendant qu'Alex lisait une histoire aux enfants avant de dormir, ils avaient murmuré, Suzanne a pensé à tout. Alex vit en chiffres. Il appuya sur pause. Ils avaient raison, mais il ne réalisait pas qu'il utilisait les chiffres comme son principal levier depuis longtemps. La nuit, la nouvelle maison sentait encore la peinture et le plâtre. Sur l'îlot central de la cuisine, il posa un carnet gris et le code du coffre-fort. Il rédigea une liste restreinte, termina les vérifications préalables, obtint les lettres d'intention des banques, finalisa les modalités de tutelle, transféra l'assurance des enfants à une fiducie, fit appel à un psychologue pour enfants sous couvert de projets scolaires. Le carnet refermé, l'aimant s'enclencha. Le lendemain, Miranda envoya un SMS pour prévenir. Suzanne organisait un déjeuner pour l'association caritative de Chris, une entrée en scène discrète. Alex répondit en ordonnant à Lewis de demander le divorce par acte notarié, invoquant une rupture irréparable et une fraude potentielle. Le lundi, les documents étaient au tribunal, une copie numérique enfermée dans le coffre de North Cedar. Le soir même, le directeur financier confirma deux offres, 120 millions de dollars et 128 millions de dollars pour une participation majoritaire. Alex répondit poliment. Dans sa tête, il était déjà en train de diviser les chiffres. Même la moitié de l'argent assurerait l'éducation, l'avenir et la liberté de chaque enfant. Le simple fait de savoir que c'était réel lui apportait de l'oxygène. Ce soir-là, debout près de la fenêtre, la ville luisant sous lui, Alex réfléchit à la suite. Il allait bientôt donner à Miranda sa phrase secrète. Le rapport du psychologue suivrait. Puis la première audience à huis clos. Pourtant, tout semblait intact à la maison. Les crêpes, les dépôts d'école, les rires au petit déjeuner. Mais sous cette surface se cachait désormais une forteresse secrète. Des fiducies, des sociétés écrans, des registres cryptés. Le seul mot gravé à l'intérieur, liberté. À Thanksgiving, l'air sentait les feuilles mouillées et la fumée de cheminée. Alex posa la dinde, vérifiant que les couverts étaient alignés. 3 fourchettes à gauche, un couteau et une cuillère à droite. 3 bougies brûlaient faiblement. Entre elles, des enveloppes blanches scellées à la cire bleue foncé, une pour chaque adulte. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Max entra en courant, agitant un gland parfait. Lily portait son livre sur les dinosaures. Ethan tenait une balle de baseball dédicacée. Emily entra avec Suzanne et Mark. Lui, impassible. Elle tout sourire. La dinde est parfaite, dit Emily en respirant l'arôme. Elle remarqua les enveloppes, mais ne demanda rien. On les ouvrira après le toast, dit Alex, calme et serein. Chris arriva avec 10 minutes de retard. Le vrombissement sourd de son pick-up résonna dans l'allée. Il entra avec une caisse de vin et un autre bouquet de romarin. Joyeux Thanksgiving, la famille, dit-il, cherchant à charmer les autres en s'avançant vers Emily. Alex a intercepté la caisse. Merci, dit-il froidement. Le vin va sur le buffet. Chris hésita, sourit, puis se glissa entre Lily et Mark. Son enveloppe était devant lui. Il y jeta un coup d'œil, puis détourna le regard. Le dîner se fit silencieux, chacun prenant place. Les enfants s'attendaient à une blague de leur père, comme toujours. Mais Alex resta trop immobile. À chaque Thanksgiving, on parle de ce qui nous rassemble, commença-t-il. Mais cette année, je veux remercier la vérité, même quand elle arrive tard. Suzanne se raidit sur sa chaise. Alex, les enfants. Ils l'entendront, dit-il en attrapant une pile d'enveloppes. Lily, Max, Ethan, c'est un dîner de famille. J'ai besoin d'un moment avec les adultes, puis on mangera. Ça vous paraît juste? Les enfants hochèrent la tête, curieux mais calmes. Il fit passer les enveloppes. Emily, Chris, Suzanne, et enfin une pour Mark, qui hésita avant de la prendre. Emily fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Des réponses, dit Alex. Veuillez les ouvrir. La cire craquait. Le papier bruissait. Suzanne vit des copies de ses emails à Chris, suivies de réservations d'hôtels, de factures de thérapie, de reçus de stockage en ligne.
Chaque ligne était un fait, pas un mot perdu. Chris trouva des résultats d'ADN, des dossiers, des chiffres, des tampons cliniques, que des zéros dans la colonne de paternité. Il sembla vouloir parler, mais baissa les yeux. L'enveloppe d'Emily était épaisse. À l'intérieur, un avis de divorce au tribunal, des documents de fiducie pour les enfants et un contrat de vente d'actifs transférant l'entreprise au nouveau Carrill Legacy Trust. En haut de la dernière page, une ligne manuscrite, « Je t'ai offert la paix. Tout ce dont tu as besoin est là. Tout ce que je demandais, c'était l'honnêteté. » Son souffle se coupa. Elle se pressa la gorge comme si l'air s'était soudainement raréfié. « Alex, murmura-t-elle. On peut se parler plus tard ? » Il n'y a pas de plus tard, dit-il calmement. Il y a juste un moment. La vérité, c'est que vous trois, il jeta un coup d'œil à Suzanne et Chris, vous avez scénarisé ma vie dans mon dos. Je ne crie pas parce que vous comptiez sur les cris. J'ai apporté des papiers parce que vous comptiez sur le silence. Suzanne essaya de reprendre le contrôle. Je protégeais la famille. Non, tu poursuivais un fantasme, maman. Tu as vendu ma fondation à quelqu'un d'autre et tu m'as appris à aimer les mensonges. Marc parla enfin, à voix basse. Suzanne, tu savais ? Je pensais que c'était mieux pour tout le monde, répondit-elle faiblement. Pour qui ? Marc fixa son enveloppe comme si elle contenait plus que des pages. Chris inspira. Alex, je ne le savais pas. Garde-la pour les avocats, coupa Alex. Tu en auras besoin. Il se tourna vers les enfants. Tu n'as rien fait de mal. C'est à cause de toi que tout cela compte. Max leva la main. Papa, la dinde commence à refroidir. Alex sourit doucement. Tu as raison, mon pote. La dinde ne devrait pas souffrir des erreurs des adultes. Il découpa la volaille avec un calme chirurgical autour de la table. Personne ne parla, mais personne ne partit. Le poids des choses cachées était tombé au grand jour. Émilie s'essuya les joues. Suzanne baissa les yeux. Chris écarta légèrement sa chaise. Marc but de l'eau d'un trait. Alex prit sa propre enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'une photo. Lui avec les enfants aux chutes du Niagara, gelés. Dans un moment de bonheur, il la retourna face contre terre sur la table. Mangeons, dit-il doucement. Le dîner reprit, plus lourd qu'avant, mais les enfants continuèrent à manger avec appétit. La gratitude, semblait-il, avait des racines plus profondes que la trahison. À 9h57, l'affaire fut conclue. 3 signatures numériques et 128 millions de dollars furent instantanément transférés vers des fiducies, des réserves légales et des comptes anonymes à Zurich et à Singapour. Dans un bureau de banque silencieux, Alex se laissa aller au dossier de sa chaise. Lewis hocha subtilement la tête. C'était fait. Le divorce avait été prononcé la veille. Emily conserva la maison et la moitié des biens visibles en échange de son silence. Suzanne signa pour éviter une enquête sur sa fondation. Chris disparut, réapparaissant quelque part à Denver où personne ne l'appelait plus parrain. Une Tesla noire attendait dehors. Le conducteur n'était pas le sien. Alex monta à bord et prononça un mot. Aéroport. Depuis le jet. New York s'estompa. Il envoya un message aux enfants. Des notes calmes et brèves. Lily s'abonna à une lecture privée. Max reçut un courrier. Adresse pour les bandes dessinées. Ethan avait une clé de chiffrement verrouillée pour l'ouvrir à 18 ans. Premier arrêt, Lisbonne. Toit de tuiles, ruelles étroites, brise marine. Il marchait comme un local, vivait anonymement. Le Wi-Fi était verrouillé. Le VPN passait par Singapour. Les matins commençaient par un café et des dinata pastel. L'Atlantique murmurait à proximité. Son nouveau nom était Mark Lancaster, mais pour 3 enfants de l'autre côté de l'océan, il était toujours papa. La nuit, il codait sous le nom de Blue Delta, contribuant discrètement à des logiciels de chiffrement. Personne ne savait que ce développeur anonyme dirigeait autrefois une entreprise technologique de 100 personnes. Il n'a pas disparu. Il a juste effacé sa trace. Une fois par mois, un téléphone jetable sonnait pendant la tournée, juste assez pour que son avocat confirme qu'il était vivant et consultait les mises à jour médicales et les frais de scolarité. Pas de réseaux sociaux, pas de mails, pas de traces. 3 mois plus tard, il s'installait au Vietnam. Un espace de coworking en bord de mer à Phuket était devenu son foyer.
Il a construit un prototype de pare-feu, bu du jus de canne à sucre et répondu à George Ray. Sa thérapie était routinière. Downage 40 des journées de travail et des bitcoins cachés dans des rasoirs et des coffres-forts. En janvier, Lewis envoya une mise à jour par email. Ethan frappa un coup de circuit. Lily gagna un concours de sciences. Max tourna un court-métrage. Alex passa le clip en boucle. La voix qui criait, coupée, une fois de plus résonnait exactement comme la sienne. La douleur ne le brisa pas. Elle se transforma en silence. Au printemps, il s'installa à Kyoto, une petite maison en bois avec un jardin de mousse. Il cuisinait, étudiait le couteau et se faisait appeler Tichy Morris. Plus de calendrier familial, juste celui de l'entreprise. Équier Horizon, une coquille rebaptisée, coquille des opérations Liberté. Les rappels continuaient de surgir. Payer les frais de scolarité de Lily. Renouveler l'assurance d'Ethan. Prolonger les visas de voyage. Il restait présent dans leur vie, même sans nom. Parfois, il s'imaginait surprendre leur rire au passage. Il ne le faisait jamais. Le passé vivait derrière des couches de pare-feu et d'océan. Il réalisa que la liberté n'était pas la paix. C'était une absence sans bruit ni miroir. Pour le premier anniversaire de l'accord, Alex gravit la colline. Kyoto s'étendait comme un origami en contrebas. Sur une tablette en bois, il écrivit « Que ceux que j'aime vivent plus honnêtement que moi ». Il l'accrocha d'une main ferme. Les vieux dîners, les enveloppes et les silences s'éloignèrent. L'odeur du pain brûlé remplaça le regret. Il n'y aurait pas de retour en arrière, juste la clarté. Il descendit lentement. Quelque part dans ses archives cryptées, la prochaine destination l'attendait. Le passé était enfermé dans un dossier intitulé 2008. Des mois plus tard, un titre discret parut dans le Connecticut. Anoes Capital lance un fonds Northeast Tech de 400 millions de dollars. Associé directeur, C.E. Lancaster. Pas de photo. Biographie. Diplômé de Stanford. Peu de brevets. Retraite anticipée, les rumeurs circulaient. L'insaisissable monsieur L conduisait un Defender gris sans plaque d'immatriculation. Il recevait des pourboires, déclinait les interviews, n'utilisait jamais de téléphone, lisait des romans japonais sur une vieille liseuse. Depuis sa propriété déclinante, Suzanne regardait les informations. Autrefois reine des Galas, aujourd'hui rejetée après avoir détourné des fonds de dons. Personne ne la rappelait. Son fils ne lui rendait pas visite. Émilie était partie. Elle reprit son nom de jeune fille, Thorne. Sa start-up disparut après le scandale. Elle donnait des cours du soir et vivait de pensions alimentaires. Lorsqu'elle refusa un mystérieux investisseur lui offrant un contrôle total, elle déclara « Un capital sans visage est un poison ». Aucune offre ne vint ensuite. Les enfants, désormais adolescents, partageaient leur temps entre deux foyers. Alex Hussemers. La fiducie versait des versements trimestriels, guidés par un code, et non par l'humeur. Marc, celui qui s'était porté garant de tout le monde, fut discrètement évincé. Aucune accusation ne fut portée, mais sa réputation s'évanouit. Il vendit le bateau, emménagea au-dessus d'une boutique portuaire et troqua du vin contre du vernis. Au milieu de l'été, le parc technologique prit son nom, Niagara Lab. Son logo reprenait une vieille photo de famille prise aux chutes. Lors de l'inauguration, Monsieur Lancaster était absent. Un cadre de quenion en costume impeccable présenta le chèque de 40 millions de dollars, vanta second chance et recula. Dans la foule, un homme de grande taille, vêtu d'un costume gris anthracite et d'une casquette de baseball, se tenait silencieux, inaperçu. Juste le temps d'écouter, puis disparut. Émilie l'aperçut par hasard. Elle dirigeait des étudiants. Elle traversait le nouveau campus technologique lorsqu'une silhouette familière attira son attention. Les épaules légèrement voûtées, les doigts sortant un carnet de sa veste pour griffonner rapidement quelque chose. Son souffle s'arrêta, mais avant qu'elle puisse en être sûre, il disparut derrière les portes de l'ascenseur. Ce soir-là, elle envoya un message. Le nouveau labo est incroyable. Je veux montrer aux jeunes à quoi ressemble le vrai don. La réponse vint d'un avocat. Message reçu. Suzanne essaya sa propre voix. Contact du conseil d'administration de l'université. Elle demanda un rendez-vous avec Monsieur Lancaster. Une semaine plus tard, une réponse officielle lui parvint.
Le comité financier ne voit aucun alignement stratégique avec son organisation. Frustrée, elle appela un courtier pour demander le nom de la fondation. Le lendemain matin, la réponse tomba. La réglementation des zones de silence interdit toute divulgation. À l'automne, Niagara Lab présentait les portraits de ses premiers bénéficiaires de subventions. Parmi eux, Lily Carrill, maintenant en 3e année de bioinformatique. Ses recherches portaient sur les marqueurs de stress à l'adolescence. Le journal Fairfield Life l'interviewa. Cette subvention prouve que le passé ne dicte pas l'avenir, dit-elle avec un sourire de quelqu'un qui avait appris. Jeunesse retenue. Le parc technologique a organisé une soirée caritative hivernale pour annoncer un nouveau programme de stage. Des lustres scintillaient au-dessus de nappes blanches, un orchestre jouait et les donateurs se mêlaient aux élus locaux. Emily est arrivée en bleu marine, réservée mais posée. Sur son badge, on pouvait lire Emily Tornouyuk. En levant les yeux, son regard se posa sur un homme portant un demi-masque gris. Le code vestimentaire du bal technologique, certes, mais la mâchoire était reconnaissable entre mille. La salle s'assombrit. Puis le fondateur en personne apparut sur scène. Pas de masque, smoking impeccable, une petite épingle à mitaine argentée au revers. Ses cheveux étaient plus foncés, mais grisonnants. Sa voix était plus basse, plus fatiguée que celle qui avait dit un jour, « Ne faisons pas d'histoire ». Il y a 7 ans, j'ai appris que le code et la famille exigent la transparence, commença-t-il. Aujourd'hui, nous rendons cela à cette ville. Un endroit où l'on peut se donner une seconde chance. Silence, puis applaudissements. Suzanne était assise. Marc n'était pas là. Il était déjà en cure de désintoxication. Mais plus tard, dans la salle de repos d'une clinique, il regarderait la diffusion en boucle. Une tasse d'eau amère à la main. Émilie se dirigea vers la sortie, interceptant Alex avant que la foule ne puisse le faire. Son masque cachait la majeure partie de son visage, mais pas ses yeux. « Tu es revenu, murmura-t-elle. La ville avait besoin de moi, répondit-il. Mais nous? Vous vouliez de la présence. J'avais besoin de liberté. Elle hocha la tête. Elle le savait déjà. J'ai postulé à votre fondation. Personne n'a fait le lien. Les meilleurs candidats passent par le processus, dit-il d'une voix plus douce. Soumettez votre portfolio. L'équipe décidera. Elle esquissa un sourire poli, serrant un verre de vin oublié. Suzanne essaya de se lever, mais resta assise lorsque le regard d'Alex croisa le sien. Calme, indéchiffrable. Elle baissa les yeux, vaincue. Plus tard, Alex disparut à nouveau. Le Defendé s'engagea dans la nuit, les reflets du gala vacillant sur ses vitres. Seul un observateur attentif le remarquerait. Il parlait au chauffeur par signe de la main. Pas un mot, pas un bruit. Le lendemain matin, les journaux étaient remplis de gros titres sur le milliardaire de la tech qui revitalisait Fairfield. Un journaliste remarqua que Lancaster était l'anagramme de Carrie-Lane. Il rédigea un article. Le rédacteur en chef l'élimina. Laissez tomber. La région a plus besoin de son argent que de ses fantômes. La réunion eut lieu dans un loft de Brooklyn. Le minimaliste Danouk espace de coworking, sol en béton, mur nu, une table en bois, pas de relations publiques, pas de mise en scène, juste 4 chaises et une image d'eau. Lily entra la première, les cheveux plus courts, le regard plus perçant, un ordinateur portable et un classeur étiqueté, épigène, sous le bras. Ethan suivit, sa veste universitaire en bandoulière. Max, désormais plus grand que son père, portait une chemise ample et un tatouage de robot pixelisé. Pas de câlin, un hochement de tête de Lily, un demi-signe de la main d'Ethan. Max garda les mains dans ses poches. Alex leur fit signe de s'asseoir, mais resta debout. Merci d'être venu, commença-t-il d'une voix sèche. Je sais que ce n'était pas un choix facile. Lily ouvrit son ordinateur portable. Nous sommes ici parce que nous avons convenu d'arrêter de faire semblant. Plus de communiqués de presse, juste de vraies réponses, dit Ethan avec un sourire narquois. Et parce que quelqu'un a envoyé des billets en classe à faire. Max le poussa du coude, mais Alex ne broncha pas, je n'ai pas appelé pour m'excuser, dit-il. Ça fait partie de la conversation, mais pas le but. Je suis là pour expliquer la suite. Max regarda par la fenêtre. Un peu tard pour ça. Lily tapota son écran. Évitons la spirale de la culpabilité.
Nous sommes adultes. Nous avons été aimés par deux hommes, continua TL. L'un était notre père biologique, l'autre était toi. Ils ont tous deux disparu. Nous avons survécu, mais maintenant nous voulons des éclaircissements. Elle sortit une page. Ethan soupira. On fait une conférence de presse maintenant? Non, dit-elle froidement. On fait de la structure. Alex leva les mains, signe d'accord. La structure, c'est bien. Lily n'attendit pas. Première question, pourquoi disparaître au lieu de rester et d'affronter la situation avec nous, même si ça fait mal? On pensait que tu serais plus fort que ça. Alex se pencha, les doigts serrés. À l'époque, tout ce que j'avais, c'était le courage de protéger ce que je pouvais. Tout, juridique et financier, était contre moi. J'ai passé 13 ans à croire que je construisais ton avenir. Quand la vérité a éclaté, j'ai choisi de disparaître. Sécuriser ton chemin, éviter plus de dégâts et te laisser grandir sans conflit. La voix d'Ethan se tendit. Tu as choisi pour nous, comme toujours. Tout ce qu'il y avait, c'était le silence et une mère en pleurs. Max intervint plus fort. Je l'ai appris par mes camarades de classe. Les tabloïds ne dorment jamais. Merci, papa. Le mot fit l'effet d'une bombe. Alex garda un ton ferme. J'entends ta colère. Je ne pouvais pas te protéger et t'expliquer tout de suite, mais maintenant nous avons le temps et la clarté. Il sortit 3 enveloppes de sa valise, en plaçant une devant chacune. Pas de chèque. Ce sont des relevés de fiducie. Signale tes projets et soutiens tes proches. Sans condition, sans signature. C'est ta ressource, pas mon contrôle. Lily jeta un coup d'œil aux siennes, les sourcils levés. Ethan déchira la sienne et laissa échapper un sifflement. Max laissa la sienne intacte. Tu essaies d'acheter le pardon, demanda Max. Non, c'est un remboursement pour les années où je suis resté loin de toi. Lily elle ferma son ordinateur. Suivant. Pourquoi revenir sous le nom de Lancaster plutôt que sous votre propre nom? La ville avait besoin de financement, pas de drame. Lancaster est un outil. Tu es mon nom. Ethan remit les papiers dans l'enveloppe. Lors de mon premier match, j'ai vu un homme dans les tribunes avec une casquette sombre. Je ne savais pas que c'était toi. Tu aurais pu dire quelque chose. Je ne voulais pas t'entraîner dans de vieux titres, répondit Alex. Maintenant qu'ils sont passés à autre chose, c'est pour ça que je suis là. Pas de casquette, Max ouvrit finalement la sienne, feuilletant lentement. Donc, j'ai 3 ans pour étudier l'art n'importe où. Pas de pression. On dirait une permission d'échouer. Exactement. Alex dit, pas d'instruction, mais si jamais tu as besoin de renfort, il y a une ligne 24H24 et 7J7. Le silence plana dehors. Les camions grondèrent. Les fils du métro bourdonnèrent au-dessus de nos têtes. Lily la cassa. On a parlé à maman. Elle a admis avoir agi par amour, mais avoir causé du tort. Elle a beaucoup perdu. Max ajouta. Mais on ne peut pas changer ses choix. Alex hocha la tête. Je ne demande rien. Tu prends parti. Je veux une vie sans secret, sans reproche ni dissimulation. Ethan regarda ses frères et sœurs. J'ai une idée. Commençons quelque chose ensemble. Une page blanche. Niagara Lab a besoin d'un programme sportif pour les jeunes. Je peux diriger l'entraînement. Alex haussa un sourcil. Incubateur de cyberfitness. Exactement. Mais ça passera par le conseil, pas seulement par toi. Max rit. Un pitch familial est meilleur que n'importe quel pitch de start-up. Lily rouvrit son ordinateur portable. Mon équipe de recherche a besoin d'athlètes pour étudier les réactions au stress. C'est une parfaite complémentarité. Les frères applaudirent. Lily leva les yeux au ciel en souriant. Bref, Alex les regarda se dérouler à nouveau après des années de silence. Si on prend un nouveau départ, pourquoi pas des hamburgers? Je me souviens des disputes pour savoir qui mangerait le plus de frites. Ethan se leva et s'étira. Nouveau défi. Pas de bagues intelligentes, cependant. Je ne veux pas que mes constantes apparaissent dans le dossier de Lily. Lâche, dit-elle. J'apporte mon ordinateur portable au cas où une révélation me viendrait. Je veux juste manger, ajouta Max. Aucun traumatisme.
Ils se dirigèrent vers la porte. Alex les suivit, observant leurs mouvements. Lily débattait, Ethan souriait, Max plaisantait à propos de sauce. Cela ne ressemblait pas à une conclusion, mais plutôt à la première page d'un nouveau chapitre. Inédit, sans filtre. Arrivée à la porte, Lily se retourna. « Papa, dit-elle, sans froideur, sans formalité. Merci d'être venu. Les papiers comptent, mais les regards comptent encore plus. » Alex hocha la tête. « Merci de m'avoir laissé essayer. » La rue bourdonnait autour d'eux. L'ascenseur cogna comme un poing, mais la phrase continuait. Plus tard, Alex les invita dans son nouveau logement près de Westport. Installation simple. Un bureau, un canapé, une cuisine, un îlot central. Sur la table, 3 dossiers identiques. Pas d'avocat aujourd'hui, dit-il. Tu as 2 choix. Reste dans ma vie ou pars. Pas de pression. Lily s'assit la première, ne toucha pas au dossier. Je reste. Faisons des visites routinières. Inscrivons les anniversaires sur le même calendrier. Elle lui tendit la main. Alex la prit. Ethan colla, ouvrit son dossier, lut. Plan d'entraînement, horaire de camp, coordonnées d'un thérapeute. Je dirigerai le projet, dit-il. Mais j'ai besoin de temps avant les problèmes de famille. Je déciderai dans quelques mois. À toi de jouer, répondit Alex. Pas de rappel. Max resta près de la fenêtre, les yeux rivés sur son téléphone. Je ne suis pas en colère. J'ai juste le trou de mémoire. Laisse-moi tranquille. Alex dit, appelle quand tu veux. Pas besoin d'explication. Max hocha la tête et partit. La porte se referma sans un bruit. 2 semaines plus tard, Lily proposa des dîners mensuels. Ils choisirent un dimanche. 3 mois plus tard, Ethan envoya un email, l'équipe junior a l'air solide. Parlons quand. Ils se rencontrèrent au stade. Ethan était d'accord. À la fin, il dit, je ne suis pas là pour l'argent ou les projets. Je veux te connaître. Ensuite, on commencera les entraînements. Alex dit, pas de grands discours, juste des poignées de main et des exercices. Max resta silencieux pendant presque 1 an. Puis, un soir, Alex reçut un email. Besoin d'aide pour un jeu que je développe. On peut parler? Au téléphone, Max était concentré sur le travail. Code, graphisme, gameplay. Avant de raccrocher, il dit, merci, papa. Calme. Sans agressivité. Toujours là, répondit Alex. 1 mois plus tard, Max vint dîner. Il s'assit à côté de son père. Au dessert, il dit, prends-moi de nouveau. Sans esclandre. Alex hocha simplement la tête. Ils se retrouvaient souvent maintenant, autour de dîners, d'entraînements, de points de recherche et de discussions sur le développement de jeux. Chacun avait fait son choix à son rythme. Lily tout de suite, Ethan après un peu de temps, et Max seulement quand il était prêt. Pour eux, la biologie comptait moins que quelqu'un qui était présent et qui restait. Alex n'avait aucune attente, seulement des cadeaux. Et c'était suffisant. Les enfants décidèrent eux-mêmes qui comptait comme papa. Ils célébrèrent le 3e samedi de juin comme journée familiale. Pas de fête, juste une date neutre sur laquelle ils s'accordèrent tous. Lily appréciait que ce soit entre 2 semestres. Ethan appréciait que cela ne chevauche pas les activités sportives. Max voulait juste du beau temps et de la bonne cuisine de rue. Alex accepta tout. Ils organisèrent la réunion sur le toit-terrasse de Niagara Lab, un espace en béton épuré avec des panneaux de verre, des tables pliantes et des barbecues portables. Les boissons étaient fraîches d'un côté. Max installait les ordinateurs portables et le matériel de réalité virtuelle de l'autre. Personne de l'extérieur n'était invité, juste l'équipe de Caril Thorne et quelques amis proches. Lily arriva tôt avec une salade et une clé USB de présentation. Ethan arriva avec son équipement de sport et un plan d'entraînement, même s'il n'était pas là pour coacher. Max apporta un conférencier et son dernier casque de réalité virtuelle. Alex prépara des steaks et des gâteaux. Pas de bougies, pas de discours. Il n'était pas question de cérémonie. Une fois tout le monde arrivé, Alex ouvrit la réunion. 2 règles, d'abord, apportez quelque chose qui reflète votre année. Ensuite, à la fin, n'ajoutez que ce que nous voulons vraiment au calendrier de l'année suivante.
Lily passa la première. Son laboratoire avait obtenu l'autorisation de commencer les essais cliniques. Elle fut brève, mais fière. Merci à la Fondation pour la technologie, et merci à mon père d'avoir fait preuve de patience lorsque les chiffres n'étaient pas cohérents. Ethan montra une batte signée en or. Ses juniors avaient remporté les régionales. Il la tendit à Max en hommage aux victoires numériques. Max répondit par une tape sur l'épaule et lança sa démo de jeu. Un robot encombrant transportait du matériel à travers un parc technologique virtuel. Les graphismes étaient approximatifs, mais Lily et Ethan riaient de la disposition familière. La prochaine version aura un labo sur un terrain de sport, dit Max. Puis Alex distribua les cartes. Lily organise une conférence d'automne. Ethan fixe les dates du camp de jeunes. Max prépare la visite virtuelle pour la journée portes ouvertes. Et si quelqu'un change de plan, on l'efface. Tu gardes ta carte. Au coucher du soleil, ils trouvèrent le rythme. Ethan prit le contrôle du barbecue. Lily mit la table. Max régla le son. En bas, les lumières de la ville scintillaient comme des lucioles. Ils discutèrent de recherche, de projets pour l'été et de sport. Il y eut encore des moments de tension, comme lorsqu'Ethan marmonna quelque chose comme « Maman est brillante quand elle ne se cherche pas d'excuses ». Mais personne ne protesta. Tout le monde avait parlé à Emily. Elle avait envoyé un message groupé « Je t'aime ». Ils répondirent poliment. C'en était assez. Le passé avait sa place, mais n'interférait plus. Plus tard, Max brancha un drone sur le projecteur. Fairfield s'étendait sur le mur. Nouvelle lumière, nouveau quartier, un campus en pleine expansion. La ville grandit plus vite que prévu, remarqua Lily. Parce qu'elle a un bon entraîneur, dit Ethan en faisant tourner son verre comme nous. Alex se tenait près du bord et les observait. À travers la vitre, le vent nocturne soufflait à peine, mais le bourdonnement de la ville montait par vagues. Ses enfants discutaient de modèles de réalité virtuelle, peaufinaient les mécanismes du jeu et se taquinaient à propos des points de contrôle. Pas de caméra, pas de public, juste eux. Max s'approcha et lui tendit une manette. Teste ça pour moi. Je veux m'assurer que le suivi des gestes est fiable. Alex la prit. Lily prit une tablette. Après ça, j'aurai besoin de ta signature pour le rapport de la banque de données biologiques. Ethan leva son téléphone. Et n'oublie pas, l'entraînement commence à 7 heures demain. J'ai juré que tu ne serais pas en retard. Alex les regarda chacun. Pas besoin de grandes déclarations. C'était ça. Appartenir par preuve de présence. Il recula et observa la vue du drone. La ville continuait de s'élever. Belle vue, dit Ethan. Une compagnie encore meilleure, répondit Alex. Il déplaça la manette. À l'écran, un robot virtuel posait la première poutre d'un nouveau niveau. Derrière la terrasse vitrée, de vraies grues soulevaient des panneaux sous les étoiles. Alex se sentait solide. Plus jamais seul. Parce qu'ils avaient choisi cela, ils l'avaient choisi. La soirée s'est terminée par des choses simples, des ajustements VR, des signatures de rapports, des programmes d'entraînement, mais sous tout cela se cachait quelque chose de durable. La preuve que liberté et connexion ne s'annulent pas.